Merci d'être avec nous, Emmanuel Capuy, et de nous accompagner Merci à vous. pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Maine-et-Loire, membre du groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous êtes vice-président de la Commission des finances et on a évidemment envie de vous entendre sur cette question du pouvoir d'achat dans quelques instants. Mais d'abord, ces révélations de plusieurs journalistes d'investigation, dont des journalistes du Monde, qui révèlent l'existence d'un pacte secret entre la société Uber et Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie entre 2014 et 2016. Sont pointées du doigt certaines pratiques destinées à aider Uber à consolider ses positions en France, notamment le fait de suggérer à l'entreprise de présenter des amendements à des députés clés en main. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'expliquer? Est-ce que le Parlement doit enquêter? Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai très peu d'éléments. Je n'ai pas tous les éléments dont vous parlez, notamment d'histoire de pacte, ou je ne sais pas. Visiblement, ça va être la polémique de la semaine. Mon sentiment, l'impression que j'ai, c'est que ça va être une nouvelle tempête dans un verre d'eau. Pourquoi dans un verre d'eau? Parce que de ce que j'ai entendu, il y a des échanges de SMS ou de courriels qui ont l'air relativement anodins entre un ministre chargé de l'économie et un acteur économique. Et ça se pratique énormément entre les représentants d'intérêt et les politiques. Le côté positif, c'est qu'effectivement, il y a des journalistes qui enquêtent. Le Parlement peut enquêter s'il le souhaite. La démocratie fonctionne extraordinairement bien dans ce pays. Donc, si effectivement il y avait des faits répréhensibles, je pense que ça se sera assez rapidement. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau. Pour vous, même si Emmanuel Macron a échangé régulièrement avec Uber pour les aider à s'implanter dans le pays, c'est pas un problème? C'est pas ce que j'ai entendu, moi. J'ai entendu des SMS où les gens d'Uber disent on a un souci, et il répond passez-moi vos éléments, je m'en occuperai personnellement. Qu'un ministre s'occupe personnellement de problèmes d'une entreprise en France, c'est pas un problème, ça veut dire qu'il est aux affaires. Après, encore une fois, s'il y a des faits qui sont soit répréhensibles, ce que je ne vois pas, soit pas bien, eh bien, il faudra qu'il et à ce moment-là, le Parlement devra s'en saisir. Et le Parlement le verra. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau. L'Assemblée nationale débute, on l'a vu aujourd'hui, l'examen du texte sur la crise sanitaire. Les indicateurs du Covid se dégradent dans le pays. La 7e vague déferle. C'est un texte qui ne contient pas de mesures restrictives, à part un pass sanitaire aux frontières et éventuellement vers les Outre-mer. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il faut ces mesures restrictives? Je ne crois pas, non. Aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, le Covid redémarre, en plein été pourtant. Il faut donc rester extrêmement prudent. Sur les territoires, on le voit, il y a de plus en plus de malades. Heureusement, les cas graves, les cas en réanimation, voire les décès, sont relativement encore faibles. En revanche, il faut se préparer, il faut rester vigilant. Et donc le texte qui arrive, qui permet à la fois de prolonger l'état d'urgence sanitaire et de mieux contrôler les frontières, pour tous les cas, de prendre des mesures de passe sanitaire aux frontières me paraît tout à fait cohérent. Donc rester sur des recommandations, pas d'obligations. Objectif personnellement, que le côté libre et facultatif me paraît justifié. On va parler du pouvoir d'achat, c'est évidemment la préoccupation majeure des Français, surtout en ce moment. Il y a un texte qui va être examiné par le Parlement et vous avez auditionné vendredi Bruno Le Maire et Gabriel Attal. On voit tout ça avec Alex Poussard. Bonjour Ariane, bonjour Emmanuel Capuy. Et Alex, les ministres Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont donc présenté vendredi aux sénateurs les 2 projets de loi pour lutter contre la hausse des prix avec toute une série de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Oui Ariane, alors faisons déjà un point sur cette batterie de mesures pour soutenir le porte-monnaie des Français, car il y en a beaucoup. Le gouvernement va prolonger le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, mettre en place un chèque alimentaire pour 9 millions de foyers modestes, supprimer la redevance audiovisuelle pour tous les Français, tripler le plafond de la prime Macron que peuvent verser les entreprises si elles le souhaitent à leurs salariés. Cela peut aller jusqu'à 6 000 € par an. Le gouvernement qui souhaite aussi revaloriser plusieurs prestations sociales comme les pensions de retraite et les allocations familiales. On va écouter sur ce point Bruno Le Maire. Un retraité qui touche sa pension de retraite, quand il y a de l'inflation, c'est une perte nette de pouvoir d'achat pour lui. Et il ne peut rien faire. Il ne va pas travailler davantage pour augmenter sa pension de retraite. Donc il est légitime de revaloriser les retraites et de les indexer sur l'inflation. Tous ceux qui ont des enfants aujourd'hui savent parfaitement que l'augmentation du coût de l'alimentation pèse terriblement sur les familles. Et donc revaloriser les allocations familiales, c'est une mesure de justice.
Alors, il y a un sujet important dans cette crise de l'inflation, c'est le prix de l'essence. Un chèque carburant va être créé pour les travailleurs modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et puis, la remise de 18 centimes d'euros sur le litre d'essence va également être prolongée par l'exécutif. Mais cette aide généralisée pour tous les conducteurs, eh bien, elle fait un peu tiquer les sénateurs de la majorité de droite et du centre au Sénat. On va écouter le sénateur centriste Michel Canévet. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on arrête très rapidement l'aide généralisée parce qu'il n'y a aucune raison de continuer à donner une subvention pour tous ceux qui vont avec leur 4x4 ou leur SUV en vacances en Normandie, en Bretagne ou dans le sud de la France. Et comme chaque euro compte, il importe d'arrêter ce dispositif le plus rapidement possible pour qu'un dispositif ciblé sur ceux qui en ont besoin et sur ceux qui travaillent soit rapidement mis en œuvre. Et en tout cas, le gouvernement a déjà prévu de diminuer progressivement cette ristourne sur le litre d'essence. Elle s'élèvera à 12 centimes d'euros en octobre, 6 centimes en novembre et elle disparaîtra en décembre. Alors, autre critique de la majorité de droite sénatoriale sur ces mesures en faveur du pouvoir d'achat, eh bien, le coût de toutes ces mesures, 20 milliards d'euros. Et vu l'état inquiétant de nos finances publiques, avec une dette, un déficit élevé, et puis les taux d'intérêt sur les marchés financiers qui remontent, les sénateurs sont inquiets. Mais Bruno Le Maire a tenté de les rassurer en leur affirmant que ce paquet pouvoir d'achat était bien financé. Ce paquet n'est pas financé par la dette. Nous le finançons, le président l'a indiqué, grâce à des recettes fiscales exceptionnelles qui sont liées à la vigueur de la reprise et à la vigueur des créations d'emplois qui sont le fruit de notre politique. L'impôt sur les sociétés, oui, le rendement est beaucoup plus élevé que prévu. Les recettes sociales et de l'impôt sur le revenu, c'est 20 milliards d'euros de recettes exceptionnelles. Donc ça nous permet de financer des mesures exceptionnelles. Et je vous rejoins totalement, ça n'est pas des recettes durables. Oui, ce ne sont pas des recettes durables. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, l'ont dit. Il faudra faire des économies à l'avenir. Et les discussions sur cette réduction des dépenses publiques se feront à l'automne prochain dans le cadre du budget 2023. Et le gouvernement, Bruno Le Maire, ont déjà demandé aux parlementaires de faire des propositions. Emmanuel Capus, sur toutes ces mesures en faveur du pouvoir d'achat. Alors, il y a beaucoup de chèques, de revalorisation pour les Français. Mais justement, est-ce que cette stratégie, ça ne va pas alimenter davantage l'inflation et la hausse des prix? J'espère pas. On le voit bien, on a eu une inflation qui était liée à l'après-Covid, à une reprise très active, et maintenant on a une inflation qui est liée toujours à la reprise active, et puis avec la crise en Ukraine, et avec le Covid en Chine, à un engorgement. Donc on a une inflation qui perdure pendant plusieurs mois. Donc il faut donc poursuivre les mesures qui ont été entamées, qui ont été engagées, avec, et vous l'avez dit, il ne me semble pas que ce soit des critiques, mais plutôt des points d'attention particuliers du Sénat et que je partage, qui est le fait qu'on n'est plus dans la même situation qu'à l'époque où on avait des taux d'intérêt quasi négatifs, même négatifs. On est à un moment où l'argent coûte plus cher, donc il faut être vigilant à ne pas creuser la dette et à faire des mesures qui sont financées. Et là-dessus, effectivement, Gabriel Attal et Bruno Le Maire ont été rassurants puisqu'ils nous ont dit que dans le PLFR, il n'y aurait pas un centime supplémentaire d'emprunt pour financer. Mais est-ce qu'ils ne sont pas trop optimistes? Parce qu'ils misent beaucoup sur la croissance. Est-ce que c'est pas trop optimiste? Il se trouve que la croissance, elle est là. Les recettes, on peut les évaluer. Les recettes d'impôt sur les sociétés, les recettes d'impôt sur les ménages seront supérieures à l'année précédente. On a une croissance de 6,4, donc très importante. Et on le voit sur les territoires. Le principal problème dans les territoires aujourd'hui, dans les entreprises, c'est le recrutement. Donc il y a une croissance, on en bénéficie, on l'utilise, on ne la gaspille pas, et on met un bouclier pour que les Français ne soient pas touchés par l'inflation. Et jusqu'à maintenant, c'est plutôt réussi, puisque par rapport aux pays européens, même par rapport aux pays mondiaux, on a une inflation les plus faibles du monde, donc c'est protecteur. Et puis aussi, je ne les oublie pas, on fait attention aux collectivités territoriales et on les protège également. Est-ce qu'il faut voter la prolongation de la ristourne de 18 centimes d'euros sur le litre d'essence, qui est une aide généralisée à tous les conducteurs? Et certains disent, à droite, cette mesure elle est coûteuse, à gauche, elle n'est pas très écologique, car on va aussi financer les SUV qui vont en Bretagne. Est-ce qu'il faut la voter, cette prolongation de cette ristourne, ou est-ce qu'il faut aller plus vers une aide ciblée? C'est exactement ce que propose le gouvernement, dans ce que je comprends. Et Michel Canévet a raison. Ce qui est proposé, c'est on diminue petit à petit, et vous l'avez fort bien dit,
l'aide qui n'est pas ciblée, pour aller vers une aide ciblée vers les salariés qui ont besoin de leur voiture à travers une indemnité carburant, uniquement pour les gens qui ont besoin de leur voiture, et dans les zones rurales, c'est essentiel. À partir du 1er octobre. À partir du 1er octobre, pour cibler davantage, vers ceux qui en ont besoin, qui sont les plus fragiles, et deux, de façon utile pour ceux qui utilisent leur véhicule pour aller travailler, et pas effectivement vers les personnes qui vont au fin fond du Finistère. Donc il ne faut pas arrêter la ristourne tout de suite. Il faut la diminuer progressivement. Je pense que ça serait un peu brutal de le faire. Moi, vous savez, en Anjou, on est des modérés. Donc je pense qu'il faut faire toute chose de façon modérée. Arrêter du jour au lendemain, effectivement, ça peut être violent. Donc la proposition d'arrêter de façon lissée dans le temps, octobre, c'est pas dans très longtemps, me paraît justifiée. Bon, là, c'est à peu près clair, c'est pour les gros rouleurs, juste pour le bouclier tarifaire. Là aussi, Elisabeth Borne a dit ce week-end à Aix-en-Provence, lors des rencontres économiques, qu'il serait remplacé progressivement pour des aides plus ciblées pour les foyers modestes. Hier soir, Bruno Le Maire a précisé que lui, il souhaitait aussi que les classes moyennes soient concernées par ce dispositif. Ça doit aller jusqu'où? Ça doit concerner qui? Est-ce qu'il y a certains Français qui vont payer plein pot la hausse des prix de l'énergie à partir de 2023? Pour les prix de l'énergie? Là, ça concerne le bouclier tarifaire. Là, je pense qu'il faut en débattre. Moi, je ne suis pas du tout favorable à des tarifs différenciés en fonction des revenus. On a déjà des impôts qui touchent de façon différenciée les Français. On ne va pas rajouter un deuxième type d'impôt. Personnellement, il faut maintenir le bouclier tarifaire pour tout le monde. Personnellement, je ne suis pas favorable. Pour l'instant, je pense qu'il faut maintenir le bouclier tarifaire pour tout le monde, en effet. Alors, vous le disiez, la question des finances publiques, de la dette, du déficit qui se pose avec tous ces milliards qui sont dépensés pour soutenir le pouvoir d'achat. La question des économies viendra à terme, notamment à l'automne. Un mot d'abord sur la méthode. Bruno Le Maire a dit qu'il voulait révolutionner la méthode et demander d'abord aux parlementaires de faire des propositions pour réduire nos dépenses publiques. Et puis après, le gouvernement tranchera le cap à suivre. C'est la bonne méthode selon vous ? De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une situation politique très particulière. Si on veut que les réformes passent, à partir du moment où les LR, ce que je souhaitais, ne souhaitent pas faire une coalition, il faut bien trouver des majorités de projets sur chaque texte. Donc, évidemment, il faudra trouver des accords, texte par texte, entre la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale, notamment. Donc, ce qu'a annoncé Elisabeth Borne déjà c'était mercredi dernier, c'est qu'il y ait plus de textes qui passent par le Sénat, qui commencent par le Sénat, ce qui me paraît extrêmement positif. Ensuite, que les parlementaires fassent des propositions, c'est une très bonne idée aussi. Ça fait longtemps qu'on fait des propositions déjà. La Commission des finances, elle a des groupes de travail, elle a des propositions sur les réformes fiscales depuis très longtemps. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je suis certain, effectivement, que le Sénat aura des propositions extrêmement pertinentes. Mais là, c'est pas un peu juste le gouvernement fait l'échec et on demande au Parlement de trouver les économies? Faut trouver un équilibre, ce qu'il faut créer. On a l'habitude de ça au Sénat. C'est un dialogue entre le gouvernement et le Parlement. Il faut qu'on entre dans une autre culture. Il n'y a pas de majorité absolue. Donc le gouvernement ne peut pas imposer, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc il faut proposer. Et puis la majorité sénatoriale doit aussi, et au Sénat, et à l'Assemblée nationale également, elle doit être dans la proposition également. Donc c'est une rencontre d'accord. Pour vous, c'est quoi la priorité pour faire des économies aujourd'hui? Il y en a. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui en quelques instants sur les économies à trouver. C'est la difficulté. C'est le débat qu'on a depuis, ça fait 5 ans que je suis membre de la Commission des finances. Tout le monde veut toujours des économies. On parle beaucoup, notamment, par exemple, de la fonction publique. Et puis quand il s'agit de rentrer dans le détail de où est-ce qu'on fait des économies et dans quel ministère, chez qui, sur quel territoire, là, plus personne ne veut faire d'économies. C'est un petit peu ce que fait Bruno Le Maire en renvoyant la patate chaude. Ce qui n'est pas un cadeau très sympathique. On va voir. Ce qu'il faut de toute façon, c'est trouver un accord, se mettre autour d'une table pour effectivement trouver des économies. Alex, vous nous parlez de ça dans le club tout à l'heure? Oui. On revient évidemment sur cette proposition de Bruno Le Maire. À tout à l'heure, Alex. On va aller voir l'actualité du côté de chez vous, puisqu'on va à Angers retrouver Olivier Poly, qui est le directeur départemental de Ouest France dans le Maine-et-Loire. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Et Olivier, on va reparler des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Justement, vous avez fait le point sur les problèmes concernant la rénovation thermique.
Oui, donc lors de ces rencontres, nous avons interviewé le directeur général de Saint-Gobain qui en appelle à un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments, financé notamment par l'État. Monsieur Capu, vous êtes membre de la commission des finances. Est-ce que vous pensez que l'État aujourd'hui a les moyens ou est-ce qu'il doit financer un tel plan? Bonjour Monsieur Poli. Bonjour. C'est une bonne question. Incontestablement, la rénovation énergétique, c'est un enjeu d'avenir. C'est un enjeu d'avenir parce que c'est d'abord une source d'économie pour les Français. C'est une source d'économie aussi pour les collectivités territoriales. Et puis c'est impératif pour atteindre notre objectif de décarbonation de notre économie et de zéro carbone d'ici 2050. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif et qu'il faut mettre en place. L'État a déjà mis en place, vous savez, les aides avec la suppression, enfin la transformation du CITE en prime rénov, en ma prime rénov. Il y a déjà énormément de logements particuliers qui ont été rénovés. Cette année, il y en a encore. Et puis, il y a aussi tout un volet de rénovation des bâtiments publics qui a été mis en place autant pour les bâtiments de l'État, mais aussi les collectivités territoriales, et avec beaucoup de financements qui ont été mis en place, notamment en Maine-et-Loire, à travers le plan France Relance, ciblé rénovation énergétique. Et ça, c'est très bénéfique parce que ça permet aux collectivités de lutter contre le réchauffement climatique et en plus de faire des économies. Dans une commune que j'ai rencontrée il y a quelques semaines, Sermaises, en Maine-et-Loire, quelques centaines d'habitants, rénovation énergétique de l'école, 2 classes, isolation par l'extérieur, plus de 5 000 € de réduction de leur facture d'électricité, plutôt de chauffage, dès l'année prochaine, financé à 100% par l'État. Donc oui, les moyens sont mis. Pour la rénovation thermique des bâtiments privés, c'est 2 milliards l'année dernière, ça sera plus de 2 milliards cette année. Ça coûte cher, mais c'est tout à fait rentable et c'est efficace. On va parler d'un autre sujet, on va parler de la canicule, puisqu'il y a une vague de chaleur qui va s'abattre sur le pays cette semaine. Et c'est à la une de Ouest France, Olivier. Oui, donc deuxième épisode de canicule en moins de 3 semaines. On revient notamment sur la façon dont Météo France réévalue ses normales de saison. Il nous explique donc qu'elles augmentent régulièrement depuis 1900, que cette fois-ci, la dernière fournée augmente de 0,4 degrés par rapport à la précédente. Monsieur Capu, vous êtes proche de Christophe Béchu, qui vient d'être nommé ministre de la Transition écologique. Aujourd'hui, quels sont les réels leviers dont disposent l'État et le gouvernement pour lutter contre un phénomène qui paraît inéluctable et implacable? Alors, Monsieur Poli, là, vous me posez une question qui est quand même assez vaste. Et là, c'est pareil, hein, pour répondre en quelques instants, ça va être compliqué. Vous le savez, je suis proche de Christophe Béchu, on ne peut rien vous cacher, vous êtes en Maine-et-Loire. Qui était le maire d'Angers. Qui était le maire d'Angers. Au gouvernement. Ce qui est certain, c'est que c'est une priorité du gouvernement, c'est une priorité des Français. J'ai répondu déjà en partie sur l'objectif de décarbonation de notre économie d'ici 2050. Je ne peux pas répondre à la place du ministre sur les moyens qui sont les siens. Vous savez, puisque vous êtes à Angers, qu'à Angers, ça a été une priorité du mandat, dès le début du mandat de Christophe Béchu, et que sa méthode, c'est de trouver des solutions pragmatiques. C'est un ministre de l'écologie, des solutions pragmatiques. Donc je pense qu'il va faire la même chose à la tête de ce grand ministère pour trouver des solutions concrètes, pas dans l'incantation, dans le travail avec tout le monde. À Angers, il s'était entouré de l'ancienne présidente du groupe écolo du Sénat, Corinne Bouchot, qui, à la tête du portefeuille du développement durable, a organisé les assises de la transition énergétique à Angers avec des solutions très concrètes. La rénovation thermique, effectivement, des bâtiments, la végétalisation de la ville, la désartificialisation, enfin, la désimperméabilisation des cours d'école, des solutions simples, pragmatiques, dans l'incitation, pas dans la punition. C'est ça la méthode que je connais chez Christophe Béchu. Je suis certain que ça va fonctionner. C'est un défi immense.
C'est le défi Sauf de notre que c'est un génération. défi qui prend du temps. Bien sûr que ça Ça prend veut du dire temps. complètement repenser les modes de consommation, les habitudes, les modes de pensée des Français. Bon, là, est-ce qu'on n'est pas face à une urgence énergétique qui est une urgence pratique, à savoir comment garantir un approvisionnement en énergie pour tous les Français sans rupture dès cet hiver? Est-ce que c'est compatible, ces deux choses, à la fois cette urgence en approvisionnement et ces transformations qui demandent beaucoup de temps? Oui, alors, c'est compatible parce qu'on a la chance d'avoir une énergie nucléaire extrêmement efficace. Et ensuite, parce que on Sauf met qu'on en en est place... à rouvrir des centrales à charbon pour assurer la Oui, malheureusement, mais c'est temporaire. Tout le monde le comprend que c'est temporaire. Et le temps qu'on construise les prochains EPR, moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique sans recourir au nucléaire. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, si on veut lutter efficacement, si on veut sortir intégralement des énergies fossiles, il faut s'appuyer sur le nucléaire, à côté des énergies renouvelables, qui sont formidables, mais qui ont un problème, c'est qu'elles sont intermittentes. Donc on ne baisse tout le pas la monde le part du comprend. nucléaire pour le moment, en attendant? Il faut évidemment pas baisser la part du nucléaire, il faut maintenir un nucléaire puissant et augmenter, en revanche, la part des énergies renouvelables. Dernière question, Olivier, plus politique. Oui, donc, Monsieur Capu, les législatives viennent de se terminer avec le résultat qu'on a vu. Dans un petit peu plus d'1 an, les sénatoriales. Comment imaginez-vous la configuration d'une liste de la majorité présidentielle aux sénatoriales en Maine-et-Loire l'année prochaine? Ben non, vous me posez la question de savoir si je serai candidat, en fait. Je crois que c'est un peu ce qu'il veut vous dire. C'est un peu ça. Écoutez, on est à 15 mois ou 14 mois peut-être maintenant des prochaines élections sénatoriales. C'est absolument pas le sujet pour moi. La dernière fois, vous avez vu qu'on était déjà assez précurseurs, puisque j'avais mené une liste à l'époque LR constructive avec les marcheurs. Demain, je pense qu'il y a la place effectivement pour une liste toujours avec des gens d'Horizon, avec des gens d'En Marche, avec des gens du Modem. Donc une liste ensemble, comme aux législatives. Il y aura certainement, il y aura, je vous le dis, une liste sur ce créneau-là, évidemment, qui est, et vous le savez, en plus, vraiment la sensibilité politique la plus forte en Maine-et-Loire, puisque, Mme Mancini, je vous dis, parce que en Maine-et-Loire, c'est un des rares endroits où Emmanuel Macron a augmenté ses scores par rapport à 2017. Et en comparant avec les collègues sénateurs des autres départements, je vois que ce n'est pas partout le cas. Donc ça correspond à une sensibilité extrêmement forte, c'est-à-dire la droite modérée, le centre modéré et même le centre-gauche modéré, qui correspondent à l'ADN de notre département de Maine-et-Loire. Merci Olivier. On va continuer à parler de ces sujets, Emmanuel Capu. On va remercier Olivier Poly. On regarde la une de Ouest France. Forte chaleur, canicule. À quoi faut-il s'attendre? C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Olivier Poly. On va continuer à parler de ça, d'Horizon et d'Édouard Philippe. On va regarder cette vidéo qu'a publiée Édouard Philippe ces dernières heures où il appelle les Français à adhérer à son parti Horizon. On regarde. Le 9 octobre 2021, au Havre, nous avons créé Horizon, un nouveau parti politique. Alors je sais, un film qui commence comme ça peut sembler rébarbatif, voire franchement sans intérêt. Alors évidemment, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous parle de ce parti et qu'est-ce que ça a à voir avec vous. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire. Et à la fin, si vous adhérez, on sera heureux. Et si vous adhérez pas, on sera un peu moins heureux, mais on sera heureux quand même parce qu'on croit à ce qu'on fait et on va aller au bout. Voilà, Édouard Philippe dit un film comme ça peut sembler sans intérêt. Ça ressemble surtout à un clip de campagne, non, Emmanuel Capu? Il est en marche pour 2027? En marche, c'est peut-être pas le terme. Non, d'abord, il est super sympa. Enfin, ce clip a un mérite extraordinaire, c'est que ça permet de montrer le caractère, l'humour d'Édouard Philippe, et il n'en manque pas. Donc moi, je trouve ce clip effectivement assez agréable à regarder, très sympa. Je regrette pas d'être allé le 9 octobre le dernier 9 octobre au Havre pour le lancement d'Horizon, auquel j'ai adhéré très rapidement. Non, c'est pas le sujet. C'est un clip de promotion d'un parti politique. Vous dites En marche, c'est pas le terme. Ça veut dire qu'il s'implique. est en train de s'émanciper d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une majorité présidentielle avec un groupe Renaissance, un groupe Modem, un groupe Horizon, qui a sa spécificité. Édouard Philippe l'a toujours dit, il est à la fois loyal et libre. Il crée un parti politique. C'est pas comme il l'a dit pour beurrer des sandwichs. Il est en train de devenir plus libre que loyal. Il est là pour
implanter son parti politique. Ça fonctionne très bien, 430 comités sur tout le territoire, beaucoup de maires. C'est aussi une des spécificités, et ça me plaît bien, moi, en tant que sénateur, d'Horizon, c'est d'être le parti des maires au service du débat national. Vous avez vu la une du journal du dimanche hier, hein, sûrement, avec cette photo de Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Édouard Philippe. Est-ce qu'il va y avoir une alliance des figures de la droite au sein de la Macronie pour peser en vue de 2027 ? Ah, je crois pas. Je crois pas. Non, mais c'est normal que à partir du moment où c'est l'inconvénient ou l'avantage du système, à partir du moment où Emmanuel Macron ne peut pas se représenter dans 5 ans, tout le monde va gamberger pendant plusieurs années pour savoir qui peut être le successeur. Et Édouard Philippe est effectivement un de ceux qui a la carrure pour l'être. Donc c'est normal Un que de les ceux gens... ou celui, pour vous ? Je pense que c'est celui qui a le plus la carrure pour effectivement ce poste-là. Il l'a montré à la tête dans des circonstances vraiment extrêmement compliquées pendant le Covid. Il a montré qu'il était un homme d'État. Ça sera le dernier mot. On va finir là-dessus. Pas mal comme dernier mot. Mais c'est pas mal pour vous. Merci Emmanuel Capus d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans 20 minutes, on va reparler du pouvoir d'achat. Hein, évidemment, le gouvernement a donné de nouvelles précisions hier sur ces mesures. On va y revenir et on va y revenir également avec l'invité qui vous succède, c'est Alexis Corbière.